C'est pas forcément évident, mais là je suis en train d'essayer de me canaliser pour ne pas partir dans tous les sens dans cette vidéo. Ça promet! Hello mes petites tartes aux haricots verts et au sirop de glucose, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel update lecture sur la chaîne. D'ailleurs, si vous êtes un tant soit peu attentif aux updates lecture que je vous sors depuis début mars, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas un seul bouquin qui était prévu dans ma pile à lire du challenge Mars au féminin de présent dans aucune de ces vidéos. De là à me dire qu'il faudrait peut-être que j'arrête de faire des pales pour tout et rien, je crois qu'il n'y a qu'un pas qu'il va falloir que je me prépare psychologiquement à franchir sous peu. J'ai pas moins de 9 bouquins à vous présenter aujourd'hui, donc je vous propose qu'on fasse fi de tout préliminaire littéraire et qu'on se plonge directement dans le vif du sujet. Vous me suivez? Et comme on change pas une équipe qui gagne, il y a quand même pas mal de lectures graphiques dans cette update, donc pour celles et ceux qui y sont un peu allergiques, eh ben je suis désolée, mais là vous allez en manger. Accrochez-vous à vos chaussettes. Bon, et pour pas qu'on m'accuse trop de maltraiter mes abonnés, je vous propose qu'on commence cette fois-ci par les 3 romans que j'ai à vous présenter. Et puisqu'il faut bien commencer quelque part, eh ben je vous propose qu'on attaque les réjouissances avec le roman La première fois que j'ai été deux. C'est écrit par Bertrand Julien Nogared et publié chez Flammarion Jeunesse. De mémoire, je crois que ce livre, je vous en avais parlé à l'occasion d'un book haul durant le mois de février, et suite à cette vidéo, vous aviez été quand même pas mal nombreux à me dire que vous aviez été plutôt déçus par ce roman, et c'est donc un petit peu la boule au ventre que je me suis lancée, et finalement j'ai totalement été conquise par ce petit roman qui a plus d'un tour dans son sac. La narratrice de cette histoire s'appelle Karen et c'est une jeune adolescente de 17 ans qui vit dans une maison bourrée à craquer de livres qui a été créée par sa maman qui est bibliothécaire, et toutes les deux vivent dans une banlieue dans laquelle la jeune fille s'ennuie vraiment très fermement. Son quotidien et sa scolarité se déroulent sans anicroche, si ce n'est qu'elle n'arrive pas à développer d'atomes crochus avec ses camarades, puisque Karen est une ado un peu atypique qui n'arrive pas à se résoudre à cette ambiance de médiocrité que la société semble nous proposer dans le domaine de l'amour, de la musique, de la culture, etc. Elle a des goûts d'un autre temps et des standards qu'elle n'a pas envie de revoir à la baisse, et du coup tout ça mis bout à bout fait qu'elle n'arrive pas franchement à comprendre ses camarades qu'elle trouve un petit peu sans intérêt, bornés et légèrement abrutis sur les bords. Et pourtant, j'ai pas du tout eu envie de lui claquer le beignet à un seul moment dans cette histoire. Le pivot sur lequel repose ce roman, il s'agit bien sûr de l'arrivée de Tom, un Anglais fraîchement débarqué de Londres, dans la classe de Karen suite au décès de son papa. Pour être parfaitement transparente avec vous, j'avoue que j'ai nourri quelques doutes quant à mon intérêt pour ce bouquin dans les premiers chapitres, puisque j'ai eu du mal à me faire au style de l'auteur, qui est pourtant extrêmement beau. Il maîtrise parfaitement sa plume ciselée, il a un vocabulaire très riche et étendu, et je pense que c'est peut-être précisément par rapport à ça que j'ai eu du mal au départ, puisque j'avais l'impression de voir un grand écrivain français sur un plateau de télé qui aimait bien s'écouter un peu parler et faire montre comme ça de son talent, et j'avoue que dans les premiers moments ça m'a un peu déroutée, voire agacée, et puis très rapidement j'ai été totalement embarquée par cette première histoire d'amour entre Tom et Karen. Je ne vous dévoile rien, c'est dans la 4e de couverture, pour plusieurs raisons, notamment parce que j'ai trouvé ça extrêmement juste, que le cheminement parfois un peu cyclique de la narration retraduit finalement à merveille l'esprit adolescent avec de grandes questions existentielles comme ça qui nous rongent le cerveau en boucle, et j'ai trouvé que ce côté parfois un peu répétitif qui peut paraître poussif pour certains, moi je l'ai trouvé extrêmement juste. Et alors cette ambiance londonienne et cette playlist de vieux rock des années 70, c'était vraiment trop bon. Il y a des références littéraires qui parsèment un petit peu tout le bouquin. Bref, de A à Z, je me suis régalée, et je vous assure que si vous arrivez à voir certaines lenteurs comme une preuve de réalisme de l'esprit adolescent, je pense qu'il y a vraiment moyen de lui pardonner ces petites incartades, et je vous le recommande franchement chaudement, je me suis régalée. Et après ce petit ovni temporel et stylistique, j'avoue que j'ai fait le grand écart bien malgré moi en me procurant un roman qui n'est nul autre que Point of View. C'est écrit par Patrick Barr et c'est publié aux éditions Syros. Si je vous parle de dépaysement littéraire, c'est vraiment pas pour rien, puisque dans cette histoire on va suivre Lucas, un ado d'une quinzaine d'années je crois à peu près, qui est accro au porno sur internet. Ah oui, je vous avais prévenu, là on est passé dans un tout autre registre.
Sa plongée dans le sexe numérique bien crade a commencé quand il avait 14 ans et qu'il a vu un porno presque malgré lui avec l'un de ses potes, et malheureusement il va devenir véritablement accro à tel point qu'il passe toutes ses nuits non pas à dormir mais à consommer des vidéos pornographiques sur internet dans le dos de ses parents. Je pense que c'est pas la peine que j'aille plus loin et d'enfoncer le clou puisque vous avez une bonne idée de l'ambiance bien poisseuse qui va être mise en scène dans ce bouquin, et comme c'est une thématique qui est assez peu représentée dans la littérature jeunesse, je félicite l'auteur d'y être allé franco parce que je pense que c'est quand même assez important. Après, je trouve qu'il y a quand même quelques maladresses, notamment par cette ambiance qui est quand même super glauque, malaisante et qui m'a mis super mal à l'aise à certains passages. J'ai pas apprécié les personnages, même si sa maman qui est dépressive est plutôt bien retranscrite, mais j'ai pas du tout accroché avec le personnage du père que j'ai eu envie de tarter. Et même Lucas, qui est quand même un personnage que l'auteur nous dépeint comme quelqu'un d'assez triste et d'assez malheureux, j'ai pas réussi à m'accrocher à ce personnage, et je pense que pour le coup c'est ma sensibilité de lectrice qui est en cause, puisque que ce soit dans les films, dans les BD, voilà, sur tous les supports culturels, j'ai un peu du mal avec les personnages accros à quelque chose, que ce soit à la drogue, à l'alcool, au sexe en l'occurrence. Je sais pas, ça me met vraiment très très mal à l'aise. C'est comme les gens qui ont des tocs. Je comprends, je respecte, mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose en moi qui me... C'était par moments difficile à lire, et la deuxième partie du roman, sans trop entrer dans les détails, pour le coup rattrape assez bien. J'ai aimé suivre ce panel d'adolescents qui était somme toute assez touchant. Il y a certaines réflexions et certaines mises en scène qui m'ont beaucoup plu, et même si je pense que c'était audacieux de la part de l'auteur de se lancer dans cette thématique, j'ai pas été hyper convaincue, et je pense que pour 15,95 vous pouvez clairement vous trouver une lecture un petit peu plus inoubliable. Et vous, est-ce que vous avez comme ça des lectures qui traitent de l'addiction qui vous ont mise dans le mal ou terriblement mal à l'aise? Ma première expérience dans le genre, ça avait été avec L'Herbe Bleue qui m'avait véritablement traumatisée, mais si vous avez d'autres titres en tête, dites-moi ça dans les commentaires. Avec ce roman, je pense qu'on va rester dans les ambiances un peu militantes et punchy avec Le Point Levé. C'est un bouquin écrit par Simon Stranger et c'est publié aux éditions Bayard. Dans ce roman jeunesse traduit du norvégien, on va suivre le quotidien d'Emily, une ado de 17 ans qui au tout début de l'intrigue fait les magasins avec sa meilleure amie pour essayer de mettre la main sur la robe parfaite pour la soirée de samedi prochain, pour essayer de charmer le garçon dont elle est secrètement amoureuse depuis des lustres. Le souci, c'est que cette séance de lèche-vitrine ne va pas tout à fait se passer comme prévu, puisque dans les rayonnages, Emily va tomber nez à nez avec Antonio, un jeune garçon militant qui est en train de coller des slogans sur les étiquettes de prix des fringues pour essayer d'attirer l'attention des consommateurs sur la provenance de leurs vêtements. Cette narration va être entrecoupée de passages dans lesquels on va suivre Rina, une petite fille de 12 ans qui travaille dans une usine de textile au Bangladesh, dans son quotidien plus ou moins reluisant. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans cette histoire pour deux raisons principales, à savoir déjà la manière dont l'auteur parle de son héroïne. J'avais juste envie de tout casser puisqu'il l'a fait passer pour une adolescente totalement inconséquente qui ne pense qu'à la manière de s'habiller et qui l'hypersexualisait un petit peu trop. Enfin, c'était gênant en fait. Il parlait beaucoup de ses fesses dans ses jeans, etc. Je voyais pas vraiment l'intérêt dans le propos en fait. On va parler de textile, d'exploitation humaine, de non-respect des droits de l'homme. Je ne vois pas en quoi le corps de notre héroïne avait besoin d'être autant hypersexualisé, ça m'a un peu gonflé. Et surtout la deuxième raison, c'est la plume désincarnée en fait, et du coup c'était aussi je pense la dichotomie entre les deux qui m'a un peu gênée, c'est-à-dire que d'un côté on a une héroïne qui est presque traitée comme un rat de laboratoire, l'auteur n'a aucun attachement pour son personnage, et cette plume totalement désincarnée, sans aucune émotion, très stricte, m'a un peu décontenancée. Et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que finalement cette intrigue entre Emily, Antonio et le groupe de militants qu'elle va rejoindre est un peu un prétexte pour sensibiliser le jeune lecteur à plein de causes, à l'exploitation des enfants pour produire du chocolat, l'exploitation textile, la condition animale dans l'agroalimentaire, etc. Il y a plein de thématiques hyper actuelles et très militantes qui sont abordées avec justesse, avec beaucoup de chiffres et de manière très visuelle. Mais du coup, cette histoire avec Emily n'a finalement pas grand intérêt, et il y a en particulier une scène qui m'a beaucoup, étonnée, parce que cette plume hyper froide, ces personnages hyper distanciés, ne se prêtaient pas à une scène que je ne vous raconterai pas pour ne pas vous spoiler.
mais du coup je ne voyais absolument pas ce que ça venait faire au milieu. Une fois que cet écueil est passé et où on se rend vraiment compte que c'est un pur prétexte à un propos beaucoup plus engagé, j'ai fini par l'accepter, mais j'avoue qu'au début j'ai eu un peu de mal. Cela dit, si vous cherchez une lecture engagée et militante sur tout un tas de thématiques actuelles, eh bien potentiellement ça peut vous intéresser. Et c'est déjà terminé pour les romans et je vous propose qu'on attaque tout de suite avec les bandes dessinées. Et on attaque tout de suite avec un titre jeunesse avec lequel je me suis régalée. Il s'agit du premier tome de Animal Jack, le cœur de la forêt. C'est écrit par Miss Sprinkly et Kid Toussaint et c'est publié aux éditions Dupuis. Je vous avoue que ce qui m'a fait craquer en librairie, outre la dimension graphique qui est assez chouette, c'est que c'est publié chez Dupuis dans la même collection et dans le même format que Aubépine, et je me suis dit qu'on pouvait peut-être y trouver un pendant avec un personnage masculin, et c'est ce qui m'a carrément donné envie de le mettre dans mon panier et je ne regrette absolument pas mon achat. L'histoire, elle tient en quelques mots. On va y suivre le quotidien de Jack, un jeune garçon qui ne dit pas un mot mais qui a la capacité de se transformer en animal à volonté. Ce qui est assez marrant, c'est que dans cette histoire, les parents de Jack ne sourcillent même plus quand leur fils se transforme en animal en plein milieu du repas, et j'ai aussi beaucoup aimé que ce petit garçon solitaire soit hyper dévoué en amitié et qu'on ne le lui rende pas franchement comme il l'espérait. Bien évidemment, la clé de voûte de cette histoire, ça va être la disparition mystérieuse d'enfants et une histoire avec la forêt. Je ne vous en dis pas plus, mais je me suis vraiment régalée. Visuellement, c'était très intéressant, surtout les passages avec la nature, les animaux. Le traitement des personnages est un petit peu inégal et j'aime pas spécialement le chara-design de Jack, mais en tout cas, je me suis régalée de bout en bout et c'est avec plaisir que j'achèterai la suite. Alors pour le prochain titre, si comme moi vous êtes une immense inconditionnelle de Disney, je vous conseille de colmater vos narines avec du Coalgan pour éviter de vous vider de votre sang, parce que Disney va en prendre pour son grade. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous avez deviné que je vais vous présenter Freaky Mouse. C'est écrit par Alexandre Harlen, dessiné par Guillaume et Miss Tablat et c'est publié chez Jungle. Alexandre Harlen, vous le connaissez déjà puisque je vous l'ai présenté à plusieurs reprises sur la chaîne, puisque c'est le papa de Bloody Harry, la série qui passe au vitriol les aventures de notre petit sorcier préféré. Et forcément pour Freaky Mouse, vous avez tous les indices dans le titre et dans la couverture pour savoir que Disney et vos personnages favoris vont en prendre pour leur grade. Vous avez du démantèlement, du dépeçage, de la polygamie, c'est extrêmement irrévérencieux et drôle, et même si toutes les planches ne sont pas d'égale qualité, j'ai quand même passé un super moment devant cette bande dessinée. On reste dans le domaine de l'irrévérencieux, des rires jaunes et des punchlines qui font mal aux dents avec un clou dans le bec. C'est écrit par Maxime Poisseau et dessiné par Emmanuel Terrasse et c'est publié dans la collection Marabule. Ce bouquin, je l'avais vu passer en librairie, mais j'avoue que je craignais un peu que ce soit un énième titre qui surfe un petit peu sur la tendance, et j'aime pas du tout dire ça, mais la tendance vendeuse du féminisme dans l'édition française en ce moment. Et en fait, quand je l'ai vu passer sur le webzine, je crois l'ours à plumes sur internet, qui en faisait une chronique assez positive, je me suis précipitée à la Fnac et franchement, je ne regrette absolument pas. Bon, même si j'avoue que j'aurais voulu un traitement graphique un petit peu plus soigné que des crayonnés assez mal dégrossis, eh bien j'ai été totalement embarquée par ces scénettes du quotidien qui mettent en lumière des femmes confrontées à du sexisme, que ce soit en parole ou en acte, et qui se donnent enfin le droit de répliquer à la hauteur de la connerie qui leur est sortie, et je me suis régalée. C'est totalement irrévérencieux et ça fait beaucoup de bien, c'est presque cathartique même si parfois c'est un petit peu poussé loin. Je me suis régalée de bout en bout et sincèrement n'hésitez pas, vous passerez un excellent moment de lecture. Je voulais absolument glisser cette petite chose dans mon update lecture, mais sachant qu'il y a à peu près 3 lignes de texte, je sais pas vraiment si on peut parler de lecture, mais je tenais quand même absolument à vous le montrer. Cette petite chose, c'est un Leporello, c'est-à-dire un livre accordéon qui a été créé par Carensac et publié aux éditions Polystyrène. Je n'ai rien de particulier à vous en dire si ce n'est que j'ai été totalement charmée par l'ambiance japonisante mise en place par Carensac, qui est une illustratrice que j'apprécie beaucoup, et si jamais l'objet graphique et le format vous tentent, eh bien je vous invite franchement à aller sur le site des éditions Polystyrène et plus particulièrement à vous pencher sur leur collection façade, puisqu'elle est intégralement constituée de titres dans cet esprit-là, et je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos. Et puisqu'on est déjà plongé dans l'univers du livre accordéon, eh bien je vous propose qu'on y reste avec le prochain titre. Et ce titre en question, c'est celui-ci, un magnifique album jeunesse qui s'appelle La Balade de Koichi. C'est écrit par Agnès Domergue et Cécile Udrisier et c'est publié aux éditions Grasset Jeunesse. Alors là, je ne vous cache pas qu'avec ce titre, je me suis tiré une balle dans le pied toute seule puisque je serais incapable de vous le résumer de manière cohérente et percutante, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va y suivre les tribulations de Koichi,
qui est un petit être né du soleil et d'une rizière, et on va le suivre en fait à travers toutes les étapes de sa vie qui sont représentées par les saisons de la nature, et au fil des pages il va faire des rencontres, il va se poser des questions, c'est extrêmement contemplatif, c'est très épuré. Je ne sais pas vraiment pour quel public est-ce que cette publication a été pensée, puisque pour les jeunes enfants ça me paraît un petit peu trop métaphorique, ça me paraît un peu trop poétique, et pour les adultes je sais pas, ça m'a laissé un peu perplexe, mais c'était vraiment magnifique, c'était un objet sublime, les illustrations sont très douces, très colorées, je l'ai feuilleté très longuement à mon rythme et vraiment c'était très émouvant. Mais pour des enfants, je sais pas trop ce que ça peut déclencher chez eux et je suis assez curieuse, mais sincèrement, rien que pour le plaisir de vos yeux, je vous conseille, c'est une petite merveille. Et puisqu'on en est à parler de petites merveilles visuelles, eh bien je vais vous livrer mon dernier coup de cœur qui n'est nul autre que Les Fleurs du Grand Frère. C'est une bande dessinée écrite et illustrée par Gaël Guenillet et publiée aux éditions Delcourt. Dans cette histoire somptueusement illustrée, on va suivre le quotidien de deux frangins qui va être bouleversé le jour où le grand frère va se voir pousser des fleurs sur la tête. Dit comme ça peut paraître assez déroutant, mais vraiment j'ai été totalement conquise par cette histoire d'une douceur folle, d'une humanité, d'une tendresse et d'une pudeur absolument remarquable, et je pense que chaque lecteur et lectrice aura sa propre interprétation de ces fleurs, de ce qu'elles représentent. Moi j'y ai vu comme une invitation à cultiver son jardin secret, son unicité, son indépendance, qui fait que chaque individu est unique, et ne surtout pas craindre le regard des autres face à ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Enfin voilà, j'ai vu ça comme une magnifique ode à l'acceptation de soi, et c'était remarquable, c'était vraiment une expérience incroyable, bien trop courte mais tellement belle. Et pour vous montrer à quel point cette histoire peut être interprétée de différentes façons, en discutant avec une de mes collègues, elle était persuadée d'avoir lu une bande dessinée qui traite de la manière dont un garçon va apprivoiser son homosexualité. Alors si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous l'avez interprété, ça m'intéresse beaucoup. Et si c'est toujours pas fait, eh ben je vous conseille franchement d'aller casser votre nourrin et de foncer en librairie parce que c'était vraiment beaucoup trop chouette. Enfin cette update lecture est enfin terminée. Je sais pas si ça se verra après le montage, mais j'ai mis plus d'1 heure à rassembler mes idées, c'était infernal. Bon, et même si pour moi ça a été un peu l'enfer à tourner, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu piocher quelques idées lecture par-ci par-là. Comme toujours, je vous invite très chaudement à venir discuter avec moi en commentaire de vos lectures en cours et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant de vous lire, eh bien moi je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!